Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce mercredi 12 décembre 2012, la délégation du gouvernement et le M23 vont sur place à Kampala. Les deux parties ont remis à ce jeudi la reprise des discussions. Raison avancée, le souci de chaque délégation de mettre à jour son cahier de charges. Pendant ce temps, Joseph Kabila, qui totalise une année depuis sa réélection le 9 septembre 2011, sera ce samedi devant le Congrès pour son discours sur l'état de la nation. Enfin, la MONUSCO annonce que les rebelles du M23 ne sont pas loin de la ville de Goma. Contrairement aux 20 km décidés par la CIRGL, la bande à Sultani Makenga campe autour de la ville et laisse planer un danger réel pour la population. Le porte-parole de la MONUSCO l'a dit ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir. Les rebelles congolais du M23 et les autorités de la République démocratique du Congo ne se sont pas rencontrés ce mercredi comme initialement prévu. Les pourparlers vont reprendre jeudi, a indiqué un porte-parole de la rébellion. Nous ne sommes pas rencontrés. Les deux parties se préparent pour les négociations, a expliqué le porte-parole de la délégation du M23, Bertrand Bissimois. Les rebelles du M23 sont à 6 km de la ville de Goma, précisément à Muningi, en lieu et place de 20 km comme prévu dans les accords dans le Nord Kivu, suite aux événements causés par les rebelles, pendant que les pourparlers se poursuivent à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement congolais et le M23. Entre-temps, environ 200 000 élèves ont connu un trimestre perturbé dû au M23. Ceci en fait l'essentiel du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi en son quartier général dans la commune de la Gombe, Doudou Ndombe et Evelyn Chibola. Les rebelles sont toujours aux portes de Goma, prévient la MONUSCO. La localité de Munigi, où ils se sont repliés, n'est située qu'à 6 km de la capitale du Nord Kivu. La MONUSCO dit continuer avec des patrouilles diurnes et nocturnes pour dissuader ces derniers, renforcer la ceinture de sécurité autour de l'aéroport et la protection des civils. La mission des Nations Unies attend beaucoup de l'issue des négociations de Kampala pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Les options militaires ayant montré leurs limites, il reste plus que la voie politique pour sortir le pays de la crise. Au-delà de l'option militaire dont vous semblez faire allusion, d'autres dynamiques sont initiées depuis peu de temps, notamment les pourparlers qui se passent à Kampala, pour essayer d'apporter une solution politique aux problèmes que nous connaissons depuis quelques mois. Sur les plans humanitaires, plus de 240 000 élèves du Nord Kivu n'ont plus droit à une scolarité normale. Des établissements scolaires ont été détruits après le passage des rebelles. L'UNICEF lance un appel des fonds à hauteur de 6 millions de dollars américains pour remédier à la situation. Entre-temps, des épidémies telles que la rougeole et d'autres pathologies ont fait surface en province orientale, causant la mort des populations. La situation humanitaire demeure donc précaire sur le terrain, assurent les agences humanitaires. Je vous le disais au titre, Joseph Kabila fera son discours annuel sur l'état de la nation samedi devant les deux chambres du Parlement et pourrait consacrer une grande partie de son allocution à la crise qui se déroule dans l'est du pays. A-t-on appris ce mercredi des sources officielles? Il devrait aborder tous les thèmes politiques, économiques, culturels. Bien sûr, les thèmes d'actualité seront abordés également, a déclaré Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Les négociations entre la délégation gouvernementale et les rebelles du M23, ouvertes dimanche dernier à Kampala, risquent de tourner à un dialogue de sourds. En effet, jusqu'à présent, il n'y a ni ordre du jour, ni un agenda prévu au-delà des accusations réciproques auxquelles se livrent les deux protagonistes. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Impossible négociation. On a beau retourner le problème dans tous les sens, il paraît difficile de croire que les discussions entre la rébellion du M23 et le gouvernement congolais débouchent sur un plan de paix durable. Premier obstacle, la légitimité des délégations. Le niveau de représentation est extrêmement faible à Kampala, d'où une marge de manœuvre réduite et pas grand-chose à négocier avec le M23. Viennent ensuite les contradictions.
et elles sont nombreuses dans les deux camps. À Kinshasa, on a toujours rejeté tout dialogue avec le M23 jusqu'à la prise de Goma. Une autre contradiction commence à se faire jour dans le camp gouvernemental concernant la stratégie à adopter face au M23. Les FARDC espèrent donc que les négociations vont durer assez longtemps pour se réorganiser autour de Goma et ils l'ont déjà fait. Beaucoup à Goma affirment que des éléments du M23 sont toujours dans la ville. Certains pensent qu'il serait même possible au gouvernement d'accéder aux revendications corporatistes du M23 concernant l'intégration des rebelles dans l'armée, le non-éloignement de Kivu ou les grades. Mais les observateurs avisés de la région font remarquer qu'ils n'imaginent pas un seul instant Sultani Makenga réintégrer les FARDC après 8 mois de rébellion. Le rapport de force militaire sera déterminant. Soit Kinshasa arrive à reprendre l'avantage sur les rebelles et rien ne sera négociable, soit le M23 reprend une nouvelle fois Goma et le gouvernement congolais sera obligé de lâcher du lest. À peine commencées, les négociations de Kampala semblent donc piégées. L'ordre du jour n'est toujours pas établi, le calendrier n'est pas fixé et les divergences internes sont trop nombreuses pour entamer un véritable dialogue débouchant sur une paix durable. Il est donc fort à parier qu'en cas de blocage prolongé, les armes se remettent à parler dans le Kivu. L'Union européenne et l'Union africaine ont réaffirmé en début de semaine leur attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Elles ont condamné tout soutien extérieur dont bénéficierait la rébellion du M23 et les violations de droits humains dans l'est du pays. Oscar Bakandoa. L'Union européenne juge intolérable les souffrances infligées aux populations de l'Est de la RDC. Dans une déclaration lundi à Bruxelles, le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne appelle au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle rappelle que le soutien extérieur apporté à la rébellion du M23 est inacceptable. Elle demande aux parties concernées, sans le citer, de mettre un terme à ce soutien. La même déclaration souligne que l'Union européenne attend des conclusions du Conseil de sécurité des Nations unies sur le soutien extérieur dont bénéficierait le M23. Elle demande au gouvernement congolais de favoriser des efforts concrets visant à instaurer la sécurité et l'état de droit dans l'est de la RDC. L'organisation se dit par ailleurs prête à contribuer activement aux initiatives pour une solution durable à la crise, mais aussi d'apporter son soutien aux mécanismes conjoints de vérification de la frontière. Dans un communiqué rendu public à l'issue de sa rencontre de lundi 10 décembre, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a aussi réaffirmé l'attachement de l'Union africaine à l'unité et à l'intégrité territoriale ainsi qu'à la souveraineté de la RDC. L'organisation panafricaine a noté avec satisfaction les avancées enregistrées pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC, notamment la trêve sur la ligne de front et les débuts des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23. Le Conseil s'est félicité de la disponibilité de la RDC d'allouer un montant de 20 millions de dollars américains en soutien au déploiement de la force internationale neutre. Il a réaffirmé le soutien de l'Union africaine à la mise en place de cette force destinée à neutraliser les forces négatives sur terrain. L'Union africaine en appelle aux États membres et à la communauté internationale dans son ensemble pour un soutien nécessaire aux efforts déployés. À cette fin, cette organisation panafricaine a à cet effet exprimé son rejet absolu du recours à la rébellion armée pour faire valoir des revendications politiques. À cet égard, elle a condamné le M23 pour avoir relancé la rébellion armée dans l'est de la RDC. Pour l'organisation, le M23 ne s'est pas encore totalement conformé à l'exigence du retrait de ses forces à une distance de 20 km de Goma, tel que formulé par le chef d'État de la CIRGL. Par ailleurs, le Conseil a condamné le recours continu à la violence sexuelle comme moyen de conduite de la guerre dans l'est de la RDC. Il a demandé ainsi à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de se saisir sans délai de cette situation et de lui soumettre un rapport au plus tard le 15 février prochain.
Les élus du peuple ont entamé ce mercredi l'examen article par article de la loi sur la réforme de la CENI, une loi qui apporte beaucoup d'innovations, parmi lesquelles la présidence qui est accordée à la société et l'institution d'une assemblée plénière. Oscar Bakandoa. Au cours de cette plénière, les députés nationaux ont, à travers l'examen de cette loi, décidé que le président de la prochaine commission électorale nationale indépendante soit issu de la société civile. L'examen qui s'est poursuivi article par article donne ainsi l'occasion à tous les élus du peuple de mettre en place une institution qui aura pour tâche d'organiser des élections crédibles. La commission électorale nationale indépendante rénovée sera composée de 13 membres, dont 6 du bureau. Les députés nationaux ont également approuvé que les membres de la CENI soient désignés par la société civile, la majorité et l'opposition parlementaire. La loi qui sera votée dans les prochaines heures sera envoyée à la Chambre haute du Parlement pour un autre examen avant la promulgation par le chef de l'État. Le document de stratégie pays pour l'exercice 2013 à 2017 de la Banque africaine de développement est déjà en cours d'élaboration. Et pour ce faire, cette institution financière a entamé des consultations nationales impliquant tous les acteurs du pays. Lundi, la BAD a échangé avec le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kaswechi, une occasion pour le numéro 1 des infrastructures d'apporter sa contribution à l'élaboration du document. Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo. Cette rencontre entre les délégués de la Banque africaine de développement et le ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme habitat, infrastructures, travaux publics et reconstruction rentre dans les cadres des consultations amorcées par cette institution financière continentale pour donner un coup d'accélérateur aux différents projets qu'elle finance en République démocratique du Congo. Toutes les composantes impliquées dans ce vaste programme, dont le gouvernement et la société civile, sont appelées chacun individuellement à donner les meilleurs d'elles-mêmes pour bâtir une vision qui devrait présider la période 2013-2017. Ce document de stratégie pays prévoit des lignes d'intervention susceptibles de renforcer les capacités de l'État ainsi que la gouvernance au niveau de tous les secteurs. La BAD s'engage essentiellement à se focaliser sur les infrastructures. Valentin Zongo, son représentant pays, donne les raisons de cette option. Ce que nous proposons de faire, c'est de créer donc ces services infrastructurels, d'en améliorer leur qualité de fourniture, leur disponibilité, de manière à ce que ceux qui s'intéressent à créer de la richesse à partir du potentiel des secteurs productifs puissent trouver le coût de l'investissement productif très compétitif. Des échanges pertinents et fructueux ont caractérisé cette rencontre. La contribution du ministre de la TUITPR, Fridolin Kaswechi Moussoka, est bien saluée par la Banque africaine des développements. Ils nous ont montré, le ministre en particulier, qu'il a une grande maîtrise des problématiques de son secteur. Il est même allé au-delà des problèmes spécifiques de son secteur pour nous parler de la nécessité d'appuyer, par exemple, l'éducation, la formation des jeunes, la capacité du pays à intégrer les nouvelles technologies au niveau de son développement. À l'issue de ces consultations nationales, la BAD prévoit d'organiser un atelier des restitutions qui permettra la mise sur pied du document de stratégie pays pour le prochain quinquennat. Un mort et 9 blessés graves, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce mercredi à Maluku. Le pire est arrivé lorsqu'un véhicule de marque Nissan est entré en collision avec une voiture Mitsubishi appartenant à une banque de la place qui se rendait à Maluku pour le recouvrement auprès des entreprises brassicoles. Selon les témoins rencontrés sur le lieu, l'accident est dû à l'excès de vitesse du conducteur. C'est un commentaire de Nadine Laing. Des deux véhicules, il ne reste que des tôles froissées. Le choc a été violent ce mercredi matin. Les deux véhicules qui circulaient en sens contraire se sont percutés de plein fouet dans un virage sur la route de Maluku. Un officier de la police de circulation routière explique le drame. Il y a une Mercedes Lancer, couleur verte, en provenance du centre-ville, donc marché de Liberté, à destination de Maluku.
Alors, arrivé tout juste après l'édification de la route qui mène vers le Bandung et la route qui mène vers Toko. Alors, il y a eu cohésion. Les conducteurs de ce véhicule, il a été touché, extrêmement poussé. Et pour le moment, il est acheminé à l'hôpital de référence de Kingo, l'hôpital général de Kingo. L'autre véhicule-là, le chauffeur aussi a été grièvement blessé. Il a été aussi, tous ensemble ont été référés devant l'hôpital général de Kingo. Selon cet officier, toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital général du Saint-Pépé pour des examens et des soins appropriés. Les circonstances de l'accident restent pour le moment inconnues. Des témoins parlent de l'excès de vitesse. La camionnette blanche, appartenant à la BCDC, a cheminé de l'argent au centre-ville. En dehors de nos frontières, les Égyptiens étaient encore aujourd'hui dans les rues. La rencontre prévue entre les frères musulmans et la principale coalition de l'opposition pour ce mercredi a été reportée à une date ultérieure pour les Égyptiens qui ont marché. Le président Morsi est incapable de résoudre les problèmes et de trouver une solution à la crise qui secoue le pays. Euronews pour le reportage. En Égypte, la rencontre entre les frères musulmans et la principale coalition d'opposition, initialement prévue cet après-midi au Caire, est reportée à une date ultérieure. C'est ce que vient d'annoncer l'armée. C'est elle-même qui avait appelé à ce dialogue entre le président Morsi et ses opposants pour mettre fin à la crise politique qui secoue le pays. Dans la population, l'opposition aux frères musulmans se fait de plus en plus forte. Morsi a perdu sa légitimité, tout comme Moubarak avait perdu la sienne. Il y a du sang entre lui et nous. Les frères musulmans font de la politique prostitution, que ce soit au niveau national ou international. Ce sont des traîtres. Hier, les rues du Caire et celles d'autres grandes villes, comme ici à Alexandrie, se sont scindées en deux. D'un côté, les manifestations pro-Morsi, de l'autre, celles des opposants au régime. À l'origine de ces tensions, un projet de constitution soumis à référendum les 15 et 22 décembre prochains. Les États-Unis d'Amérique se disent prêts à soutenir la Syrie. C'était à la rencontre qui regrouperait les amis de la Syrie au Maroc. Cette décision des USA est critiquée par Moscou qui se dit surpris. La France, quant à elle, va d'abord évaluer cette proposition des États-Unis d'Amérique de soutenir la Syrie car elle n'est pas prête de le faire maintenant. Euronews pour le reportage. Les amis de la Syrie vont reconnaître la coalition nationale de l'opposition syrienne, le CNS, comme le représentant légitime du peuple syrien. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, là où 130 pays et organisations qui composent ce groupe des amis de la Syrie se sont réunis depuis ce matin. Parmi eux figure la France, qui a été la première à reconnaître la légitimité du CNS, et les États-Unis, qui ont fait de même hier. Moscou, allié du régime, s'est dit surpris par l'annonce américaine. Il faut croire que les États-Unis ont décidé de tout miser sur une victoire par les armes de cette coalition, a déclaré le chef de la diplomatie russe. Cela va à l'encontre des accords définis dans le communiqué de Genève qui prédisent un début de dialogue syrien, a ajouté Sergueï Lavrov. De son côté, le chef de la diplomatie française a indiqué avant la réunion que la France n'était pas prête à armer l'opposition syrienne et qu'elle évaluerait la situation dans les prochains mois. Le Saint-Père recourt désormais aux réseaux sociaux pour communiquer avec le monde. Le pape Benoît XVI a lancé ce mercredi son premier tweet pour saluer et bénir ses millions d'abonnés. Il devrait mettre à profit ce média pour se rapprocher des fidèles catholiques répandus à travers le monde. Reportage. Il devait envoyer son tout premier tweet à 12h ce 12 du 12 2012. Finalement, c'est avec 20 à 30 minutes d'avance que Benoît XVI a réalisé cet acte que le Vatican a décidé de médiatiser. Chers amis, j'ai de la joie d'entrer en contact avec vous à travers Twitter. Merci pour votre réponse généreuse, indique le premier tweet du pape. Depuis l'ouverture de son adresse la semaine dernière, près d'1 million de personnes se sont inscrites pour le suivre. Ce sont ceux qu'on appelle les followers. Beaucoup ont posé des questions. Le pape n'a pas échappé au ton moqueur ou critique. À présent, nous allons lire les journaux parus ce mercredi dans la capitale. La revue de presse porte la signature d'Oscar Bakandoa. Revue de presse. Le retour à la table des négociations du M23 à Kampala, encore à la une de journaux parus ce mercredi à Kinshasa.
Le potentiel note en sa une. Retour du M23 à la table des négociations, Kampala 6 relancé. Le quotidien illustre ce retour par une caricature qui résume toute la scène. Mais dans son éditorial, le potentiel invite à éviter l'impasse. Pour le confrère, le M23 qui remontait les enchères, refusant de revenir dans la salle pour écouter à son tour le son de cloche du gouvernement et quand même rentré hier mardi, mais sans se mouvoir outre mesure. Mais la suite du feuilleton ne se dessine pas clairement. Rien d'étonnant pour ceux qui suivent l'évolution de ce pourparlers que d'aucuns qualifient de dialogue des sourds. Les prémices étaient déjà faussées. Lorsqu'on s'amène à une table de négociation, chacun prisonnier de ses propres convictions, les oreilles bouchées, on ne peut s'attendre à un miracle. Le phare, pour sa part, voit le M23 vouloir imposer son jeu au gouvernement congolais. Le confrère fait allusion au couac de dimanche et lundi, obligeant le facilitateur ougandais de reprendre à zéro le travail de rapprochement entre les protagonistes. Jusqu'à la fin de la journée d'hier, aucun ordre du jour ni calendrier précis de travaux n'était encore discuté et adopté. L'on attend voir ce que va donner la journée de ce mercredi où l'on annonce la plénière réservée à la clarification. L'observateur, quant à lui, lance un appel à la raison. Il est temps que les protagonistes dans les deux camps, appelés à discuter à Kampala et à Goma, arrivent à mettre de l'eau dans leur vin pour avancer et esquisser des pistes de sortie de crise. C'est à ce niveau que le rôle de médiateur apparaît important pour calmer les esprits et détendre l'atmosphère et faire avancer véritablement les travaux. Dans les jours à venir, dans les discussions ouvertes, il est attendu des avancées significatives pour passer à une autre chose, entre autres le retour de la paix et de stabilité. De son côté, la prospérité indique que l'heure de vérité est arrivée. La conscience, alors la bonne conscience, a eu finalement raison des réactions épidermiques acérées, piquantes, développées par le M23 lors du premier round de négociations tenu à Kampala. Hier, les délégués de ce mouvement sont revenus à la table des discussions. C'est pour amorcer les étapes essentielles pouvant ainsi conduire à un débat serein et responsable. Enfin, l'avenir qui s'intéresse à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Kasaï occidental rapporte qu'un candidat à cette élection appelle à l'annulation des votes et saisit la Cour suprême de justice. Benoît Janvier Chihuahua Pakaloubi, c'est de lui qu'il s'agit. Il demande à la Cour suprême de justice d'annuler cette élection prévue demain jeudi 13 décembre 2012 à Kananga. Ce candidat indique que l'Assemblée provinciale de cette province n'a à ce jour que 31 députés provinciaux réguliers, alors que le quorum décisionnel est de 36, soit 2 tiers de 54. Et donc, dans ces conditions, estime-t-il, l'organe ne pourra prendre aucune décision. C'est donc tout pour cette revue. Anita Lombois. Merci Oscar Bakandoa pour cette revue de presse. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.